DigiClub Podcast. Aqua Connexion, les Very Fiber People. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. احنا رجعنا معاكم في دي جي كلوب وكان تحسوا في الصوت تبدل خاطر احنا افريكا مسيو لاسينا كوني موجود في تونس على خاطر جي اون مارج دو سومي دو لا فرانكوفوني وين شارك في برشا ايفينمونات. دونك احنا توا موجودين مع مسيو لاسينا كوني. Bonjour monsieur Koné. Bonjour madame. Nous sommes ravis de vous avoir. Là, vous êtes à Tunis, vous venez de revenir de Djerba, où vous étiez donc invité pour le sommet de la francophonie. Oui. Alors, merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité. Oui, effectivement, nous étions avec la délégation à Djerba pour la francophonie. En 2013 par 7 chefs d'État à l'époque. Et l'opérationnalisation de Smart Africa s'est passée en 2016. Aujourd'hui, nous sommes 35 pays. Une mission très audacieuse, très innovatrice pour pouvoir conduire l'agenda du continent numérique africain avec les le Mobile World Congress Spécial Africa. Et vous étiez présent, vous avez organisé 3 événements. À savoir le Conseil des ministres de Smart Africa, qui constitue les ministres de l'économie numérique et de TIC en Afrique. Et deuxièmement, nous avons organisé aussi la réunion du comité de pilotage. Et je vais expliquer, le comité de pilotage, ça fait partie des organes, c'est un organe fondamental de Smart Africa, parce que c'est par le comité de pilotage que les dossiers qui sont chauds passent d'abord avoir l'approbation avant qu'on présente au Conseil des chefs d'État qui représentent les membres du Conseil d'administration de Smart Africa. Et en plus de cela, nous avons aussi organisé le forum des secteurs privés. Je m'explique, parce que Smart Africa, l'efficacité et le pragmatisme de Smart Africa vient de la structure de sa gouvernance. Les chefs d'État représentent les membres du conseil d'administration. Juste en bas de cela, nous avons le comité de pilotage qui est constitué des ministres et les secteurs privés qui sont membres platinum de Smart Africa. Qui permet à Smart Africa de présenter les dossiers qui ont la nature de souveraineté des pays africains pour en discuter avant d'amener ces dossiers au niveau du comité de pilotage où nous nous retrouvons avec le secteur privé. Maintenant, l'autre organe consultatif qui est le forum des secteurs privés, c'était la première fois que nous avons lancé cela. Et il y a certains membres de Smart Africa qui disent bon, il s'agit vraiment de Smart Africa Season 2, comme si on peut le dire. C'est la première fois. C'est carrément une initiative, une rencontre avec le secteur privé, membres de Smart Africa, pour acquérir les besoins et les obstacles dont les
qui vivent les secteurs privés afin de les présenter au niveau du Conseil des ministres, éventuellement les amener ces dossiers au niveau du comité de pilotage et puis après au niveau du conseil d'administration. Donc c'était 3 grands événements qui ont eu du succès puisque tout ce qui a été présenté d'abord, le plus important c'était le comité de pilotage et tous les dossiers sont passés très bien. Donc on attend maintenant amener ces dossiers au niveau du conseil d'administration qui aura lieu entre le 25 et le 27 avril. Lors de l'organisation de notre sommet Transform Africa Summit à Zimbabwe, plus précisément dans l'endroit, une ville qu'on appelle Victoria Falls. Très bien, donc vous étiez en quelque sorte le trait d'union entre le secteur privé. Et le secteur public. Très bien. Alors, donc après Kigali, ou peut-être en même temps, parce qu'il me semble que c'était fin octobre, vous avez également signé un mémorandum avec l'Assemblée des régulateurs de l'Afrique centrale, c'est bien cela. Et le but de ce mémorandum est justement, ou plutôt il porte justement sur une collaboration qui vise à développer davantage l'inclusion numérique sur le continent africain et accélérer sa transformation 4.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'était la signature du Memorandum of Understanding avec l'ARTAC qui est l'instance des régulateurs des télécoms en Afrique centrale. Vous savez, les thématiques sur lesquelles Smart Africa travaille, c'est 3. C'est la connectivité, l'innovation et la transformation. La connectivité, n'importe quelle compagnie de n'importe quelle nationalité peut faire la connectivité. La transformation, l'innovation, ça implique l'harmonisation des lois. Vous savez, en Afrique, nous avons plus de 50 pays avec 50 différentes réglementations, 50 différents régulateurs des lois. Alors, ça fait partie de notre rôle d'harmoniser les lois concernant les technologies émergentes, raison pour laquelle nous avons signé un cadre avec l'ARTAC pour pouvoir harmoniser les lois sur les technologies émergentes, surtout sur la connectivité. Deuxièmement, sur ce qu'on appelle une initiative de Smart Africa qu'on appelle One Africa Network, qui est un projet essentiel pour l'Afrique qui va permettre à la population africaine de faire du free roaming. Et quand vous quittez la Tunisie, vous allez au Maroc, vous ne devez pas être chargé, vous ne devez pas payer les frais de roaming ou alors si vous partez en Afrique du Sud. Donc, étant donné que l'ARTAC est situé au niveau de l'Afrique centrale et qui réunit aussi les régulateurs, donc c'était dans le cadre d'harmonisation de nos lois, Smart Africa avec l'ARTAC, la même chose que nous avons signé aussi avec Ouattara, qui est une association, un groupement, une instance aussi des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Et la même chose aussi, on l'a fait avec les instances de régulation de l'Afrique du Sud. Très bien. Alors justement, je pense que cela pourrait être en quelque sorte un volet sur lequel on pourrait travailler pour peut-être accélérer cet agenda du numérique en Afrique. Nous y reviendrons après la pause. D'accord, merci. DigiClub. Jeanne معاكم في Digi Club. Donc on est toujours avec monsieur Lassina Koné qui est le DG de Smart Africa. Rebonjour monsieur Lassina Koné. Bonjour madame. Donc tout à l'heure on a présenté Smart Africa, on a parlé de l'actualité de Smart Africa de façon générale, notamment votre participation au Mobile World Congress qui s'est tenu à Kigali. Et vous avez effectivement évoqué quelques questions qui pourraient peut-être rentrer dans le cadre des choses sur lesquelles on pourrait travailler pour accélérer l'agenda du numérique en Afrique. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une démarche particulière, des mécanismes, des outils qu'on pourrait mettre en œuvre pour accélérer cet agenda sur le continent africain? Absolument. La première des choses, et je dirais toujours, c'est l'harmonisation de nos lois, nos réglementations. Vous savez, sur notre planète qui est la Terre, si vous rassemblez l'ensemble des capacités des satellites, vous les ajoutez sur l'ensemble de la capacité sous-marine des fibres optiques et vous mettez ça, vous ajoutez aussi l'ensemble des fibres optiques qui sont dans les villes, ça couvre 96% de la population de notre planète. Comment se fait-il que l'Afrique se trouve en moyenne 40%?
Et la question fondamentale, la réponse à cette question, c'est la réglementation. Vous savez, depuis les années de l'indépendance, nous avons commencé la réglementation ou la régulation. C'était la régulation traditionnelle. Les régulateurs s'étaient vus comme des collecteurs des impôts, des fiscalités. Nous sommes dans un monde pour faire face à la 4e révolution industrielle. Il faut une réglementation pour le développement. Ça veut dire c'est l'agilité. Et ça, c'est le premier problème, c'est les premiers actes sur lesquels Smart Africa travaille. C'est la raison pour laquelle les organes dont je vous ai cités, et nous sommes structurés comme ça, pour pouvoir faciliter le dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Je le dis ici, je l'aurais dit, aucun secteur privé ne peut refuser une opportunité d'investissement s'il y a une opportunité de win-win, gagnant-gagnant. Le blocage, toujours la plupart du temps, c'est la réglementation. Alors, si nous voulons une Afrique, un continent africain intégré digitalement d'ici 2030, ça veut dire que nous voulons présenter l'Afrique aux investisseurs, pas seulement à travers une fenêtre d'un seul pays comme le Kenya qui fait 48 millions, comme l'Éthiopie qui est 110 millions, mais c'est de voir l'ensemble de la population africaine qui fait 1,3 milliard. Et pour cela, il faut fondamentalement l'harmonisation de nos lois. Et quand je dis l'harmonisation, les licences de connectivité, les licences, la réglementation des données à caractère personnel, la cybersécurité, que ce soit la blockchain. Alors il y a des déclinaisons, des réglementations et des réformes qui doivent être faites à ce niveau. Alors il faut que ça soit harmonisé. Et ça, ce sont les actes sur lesquels, c'est les pistes sur lesquelles Smart Africa s'est mis depuis sa création et ça marche très bien, ça avance. Très bien. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler dans ce sens-là? Absolument. Le projet le plus important aujourd'hui, c'est le projet de l'identité numérique. Oui. Le projet, j'étais très heureux de rencontrer, honoré d'ailleurs de rencontrer Dr Izar, le ministre de la Communication de Tunisie, qui m'a parlé de plusieurs champs de projets en Tunisie, notamment aussi le Digital ID, qui est l'identité numérique avec le numéro identifiant unique de la population. C'est un projet qui est très important pour la transformation numérique d'un pays. Pourquoi? La nature de l'Afrique, les pays ne se communiquent pas. Et quand tu prends un pays, à l'intérieur d'un pays, les ministères ne communiquent pas, puisque chacun garde les données. Alors, si nous savons très bien que la mine aujourd'hui, ce n'est pas les ressources naturelles, mais c'est les données. Mais l'Afrique n'a pas d'économie de données. Alors, si nous voulons transformer l'Afrique en une économie de connaissances, donc il faut qu'il y ait économie de données. Pour avoir l'économie de données, l'identité numérique va être centrale et fondamentale à ça, c'est-à-dire mettre le service au développement des services et au développement des socio-économiques. C'est-à-dire tout est basé sur les services. Peu importe, vous avez un service public, l'agriculture, le transport, l'éducation, le maritime, quoi et quoi. Tant que vous avez une identité unique, nous sommes capables de tracer, savoir exactement l'usager a fait quoi de cela. Et ça va beaucoup aider aussi nos gouvernements dans la planification de nos budgets, dans la planification du développement futur. Et c'est ça qu'on appelle l'économie des données. Donc ça, c'était le premier, le challenge numéro 1 sur lequel Smart Africa travaille. Aujourd'hui, nous avons lancé un pilote sur l'identité numérique entre le Bénin, qui est championne de ce projet phare, entre le Bénin et le Sénégal, et notamment aussi au Togo et Ghana, un pilote qui va durer pendant 1 an. Ce pilote consiste à quoi? C'est de rendre interopérables les identités numériques de ces pays. De telle sorte que si, je donne un exemple sur la Tunisie par exemple, quelqu'un quitte le Burkina Faso, vient en Tunisie, à travers son identité numérique, vous pouvez lui donner, il peut avoir accès à des services sans passer par le passeport. Et c'est ça qu'on appelle l'intégration numérique. Et ça, c'est un des projets très importants, pilote très important que nous travaillons dessus. Très bien. Alors moi, j'ai fait quelques recherches avant l'interview et j'ai vu aussi que vous étiez en train de travailler sur... Enfin, le projet est déjà là. Vous avez déjà lancé 5 académies numériques. Donc, si ma mémoire est bonne, le Bénin, le Congo, le Rwanda, le Ghana, la Côte d'Ivoire sont déjà bien installés, opérationnels. Et j'ai compris qu'il y en a deux autres académies du numérique, donc en préparation.
Est-ce que la Tunisie est donc dans vos plans, peut-être? Bien sûr, merci pour cette question. Il faut savoir que la Tunisie est très dynamique au sein de Smart Africa. La raison pour laquelle, avec le Startup Act, qui est le projet phare de Tunisie au sein de Smart Africa, qui est passé en Tunisie, labellisation des startups, alors nous avons répliqué la même chose dans les pays comme le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Kenya et le Rwanda. Et ça a été un success story. La Tunisie, bien sûr, en parlant maintenant de l'Académie numérique, l'Académie numérique de Smart Africa, et pourquoi? Selon les statistiques de la Banque mondiale, l'Afrique doit créer 22 millions d'emplois par an chaque année d'ici 2030. Dans le numérique, vous voulez dire, ou de façon générale? D'emplois en général. D'accord. 22 millions d'emplois. Alors, dans ces 22 millions d'emplois en général, et il y a certains statistiques qui disent en 2040 que l'Afrique va constituer pratiquement 40% de main-d'œuvre du monde. Mais on parle de main-d'œuvre qualifiée. Et cette qualification, ça ne peut passer que par renforcement des capacités. Voilà la raison pour laquelle le Burkina, qui était champion du projet phare de renforcement des capacités, nous avons créé l'Académie numérique. Les 18 derniers mois, nous avons formé plus de 3000 décideurs. J'ai dit bien décideurs, il s'agit des directeurs de cabinet, des directeurs généraux des structures étatiques, les régulateurs, ainsi de suite, sur les technologies émergentes. Parce qu'il est important, pour qu'il y ait la fluidité dans les décisions qui sont prises à l'instance de Smart Africa, que tous ces décideurs soient sur le même point de connaissance sur la technologie émergente. Et donc l'Académie numérique, nous avons lancé déjà dans 5 pays. C'est prévu dans 7 pays, le Burkina Faso et la Tunisie, l'installation de l'Académie numérique en Tunisie qui va venir très bientôt. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la législation comme étant un défi quand même pour le continent africain, pour qu'on puisse un jour parler ou peut-être amorcer davantage cette transformation, cette digitalisation, cette numérisation. Est-ce qu'il y aurait d'autres défis, d'autres challenges sur lesquels Smart Africa est en train de travailler aujourd'hui? La connectivité. Vous savez, les 5 à 7 dernières années, l'Afrique, nous avons constaté une croissance cumulative de pratiquement 45% dans la pénétration d'Internet sur notre continent. Mais le continent demeure toujours le continent le plus cher en matière d'Internet. Car les statistiques des Nations Unies disent que le coût de l'Internet ne doit pas dépasser 2% de revenus individuels. En moyenne, c'est 25 à 30%. Comment résoudre ce problème, l'infrastructure? Et quand on parle de l'infrastructure, si nous avons 40% seulement qui sont connectés en matière de la population, il y a un aspect qui est très important qu'on appelle le fossé de l'usage. Le fossé de l'usage, c'est-à-dire nous avons une partie de la population qui représente 30% du continent, dont l'infrastructure se trouve dans ces endroits, mais ce n'est pas utilisé pour l'Internet. Pourquoi? À cause de l'abordabilité, le prix est très cher. 2, le prix des devices, je parle des cellulaires smart et je parle aussi des ordinateurs. Le contexte local. Donner une raison à nos populations d'utiliser l'Internet. Il ne s'agit pas de WhatsApp et Facebook. Donner une raison. Et quatrièmement, c'est pouvoir construire la confiance numérique au sein de la population. Donc nous travaillons sur ces 4 éléments pour pouvoir récupérer les 30%. Quand on ajoute les 30% sur les 40%, bon, d'ici 2025, on peut facilement se retrouver dans les 70 et 75% de couverture de notre population en matière d'Internet. Et ça, c'est un gros challenge. Le reste des 30% qui ne sont pas couverts, bon, les opérateurs, ils font toujours leur effort, et ainsi de suite, par rapport au fonds aussi des services universels qui est géré par nos États pour pouvoir donner la couverture. Très bien. Alors, revenons maintenant au sommet de la francophonie. Donc, vous avez rencontré plusieurs personnes, justement, en marge de ce sommet, à l'occasion de ce sommet. Est-ce que vous avez pu éventuellement négocier certains accords, certaines collaborations avec des partenaires tunisiens? Merci pour la question. Lors de la francophonie, dont le thème d'ailleurs était la connectivité catalyseur du développement socio-économique. Tout à fait. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec le Get IT,
qui est l'association des entreprises IT en Tunisie. Et nous avons aussi rencontré aujourd'hui qui était très intéressant d'ailleurs, hein, une entreprise ONG qui s'appelle Education for Employment, oui. EFE. Alors, nous comptons, surtout avec Education for Employment, établir vraiment une relation, car cette organisation est vraiment bien rodée déjà dans la création de l'emploi par l'éducation. Parce qu'elle sait déjà, quand nous avons un challenge au niveau de l'Afrique par rapport à l'inadéquation de ce qui est enseigné dans les universités et par rapport à ce qui est disponible sur le marché en matière d'emploi, alors c'est pour pouvoir fermer ce gap, ce fossé. Donc nous voulons profiter vraiment et capitaliser sur l'expérience de Education for Employment, EFE, pour pouvoir signer un partenariat avec eux dans le cadre de Smart Africa, car l'Académie numérique de Smart Africa concerne 5 volets. Il y a les décideurs, la formation des décideurs, il y a la formation avancée des technocrates, et il y a la formation des entrepreneurs, et il y a le STEM qui est Science, Technology, Education, Art and Mathematics, et puis le public général. Donc vous voyez très bien qu'il y a une synergie qu'il faut explorer ensemble pour signer un partenariat, pour voir le savoir-faire tunisien, qui est devenu carrément un loop, puisque Employment et Education Forum, ils ont réussi à établir une relation avec le secteur privé, avec le secteur public par rapport aux réformes, avec aussi la formation des jeunes, pour réinsérer les jeunes pour la création de l'emploi, pour bien sûr fermer le fossé de 22 millions ou bien 21 millions d'emplois par an. Très bien. Alors, pour clôturer cette interview, quel serait éventuellement le message que vous souhaiteriez véhiculer, passer à notre public, nos auditeurs? Le message que je souhaiterais véhiculer, l'Afrique doit faire confiance en elle-même. Nous devons faire confiance à notre jeunesse. Et la transformation numérique pour faire face à la 4e révolution industrielle, ça ne viendra pas d'ailleurs. Car si nous voulons faire le saut de grenouille, leapfrog comme on le dit, la technologie est toujours dans le contexte local. On ne copie pas pour coller. Aujourd'hui, en Afrique, nous utilisons nous tous les réseaux sociaux qui ne sont pas faits en Afrique. Mais ceux qui l'ont fait ne sont pas plus intelligents que nos jeunes entrepreneurs. Pas du tout. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Si ces grandes compagnies aujourd'hui qui ont débuté en tant que petites compagnies start-up, et la définition de unicorn, ce qui veut dire que la valuation d'une compagnie à plus de 1 milliard de dollars, qui fait d'une compagnie renommée en technologie. Mais nous avons 1,3 milliard, c'est-à-dire les jeunes, je les encourage à développer les applications, les plateformes et vendre chaque plateforme à 1 dollar par population. Combien de unicorns on pourra créer? Il y en aura plusieurs, certainement. Exactement. Donc, mais ça ne peut pas aller sans la confiance. Il faut que nous ayons confiance en notre jeunesse. C'est le message que j'ai à donner. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koné. DigiClub Podcast برعاية توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس، قوي في الكونيكسيون وتعدل تري او ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.